Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, protides et glucides. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, qui passent dans l'intestin, puis rejoignent la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêta de celui-ci, regroupées en amas, appelées îlots de Langerhans, sécrètent de l'insuline. Celle-ci permet au glucose de pénétrer dans les cellules des muscles, des tissus adipeux, ainsi que dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Ainsi, la glycémie peut augmenter légèrement, puis revenir à un taux normal, et le glucose être converti en réserve et en énergie. Chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne pas. Par un dosage de la glycémie pratiquée en laboratoire. Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises ou à n'importe quel moment de la journée égale ou supérieure à 2 g par litre. Oui, on distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui touche 10% des diabétiques, le diabète de type 2, qui en touche 85%, les autres types de diabète concernent les 5% restants. Anciennement appelé diabète insulinodépendant et habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes, les symptômes sont soif intense, urine abondante, amaigrissement rapide. L'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta du pancréas et les détruit. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le taux de glucose dans celui-ci s'élève. On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langerhans se produit chez certains et pas chez d'autres. Il existe une prédisposition génétique, mais les autres causes sont mal connues. L'environnement pourrait avoir également un rôle. Le corps ne fabriquant plus du tout d'insuline, l'unique traitement actuel est l'apport de celle-ci, soit sous forme d'injection, avec une seringue ou un stylo, soit avec une pompe, appareil portable ou implantable, destiné à administrer l'insuline en continu. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans ce diabète, autrefois appelé non insulinodépendant, le processus est différent de celui du type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie, c'est l'insulinopénie, soit l'insuline agit mal et on parle d'insulinorésistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Puis, on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables.
Leur efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante. Le but du traitement dans les deux diabètes est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète, qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires et une activité physique, prendre régulièrement ses médicaments. Un diabétique peut donc être un malade en bonne santé. Oui à la qualité de vie. Je suis M. Marmet Raymond, né le 10 octobre 1943 à Chalex dans l'Ain. Je suis issu d'une famille d'ouvriers. Mon papa a été longtemps pâtissier et ma maman, sans activité, elle s'occupait de ses enfants. Dans ma famille, mes parents, enfin, mon père était diabétique, mais sur le tard, pas tout de suite. Par contre, ma grand-mère, elle était découverte dans les années 52 diabétique de type, moi je ne sais pas si c'était du type 1 ou du type 2, mais elle avait vraiment grossi et elle pissait beaucoup et elle transpirait, elle n'était jamais bien. Et le médecin il a dit on va vous faire un contrôle, on verra bien. Et ils se retrouvaient avec, dans les urines, elle avait, un dos c'était du miel. Et donc, elle a donc été mise à l'insuline. Eh bien, à cette époque-là, l'insuline, c'était un combat. C'était pas facile. Les aiguilles, tout ça, c'était vraiment une entreprise. Et puis des aiguilles, je vous dis pas, qui étaient longues. Et à chaque fois, il fallait faire rebouillir, tout ça. Donc c'était quelque chose de compliqué. Et le régime était très strict. Les médecins, ils étaient très stricts sur le régime. Moi, je me rappelle, il fallait compter les pommes de terre pour la grand-mère. Il fallait qu'elle fasse attention, qu'elle ne devait pas faire ci, qu'elle ne devait pas faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus large sur le contrôle de la maladie. Donc, moi, ça m'a servi parce que je l'ai vécu longtemps. Moi, j'avais 9-10 ans, quand elle a eu son premier coma diabétique. Et là, ça m'a vraiment choqué. Et j'ai dit, moi, si un jour ça m'arrive, eh ben, je saurai sur quel pied je dois danser, comment je dois faire mon régime. Et c'est peut-être aujourd'hui pour lequel je suis en état de forme comme je suis. Ouais. Donc voilà. D'accord. Donc justement par rapport à vous, comment est-ce que le diagnostic a été fait? Ça a été très simple pour moi. C'est à l'embauche. Je devais rentrer à l'EDF. Et donc tous les gens qui pourraient être embauchés, il y avait un contrôle de glycémie et puis un contrôle général du sang. Et c'est là qu'ils sont aperçus que j'étais diabétique. C'était pas beaucoup, mais j'avais déjà dépassé le seuil des 1,26. Donc ils m'ont mis en traitement à ce moment-là. Donc c'est un peu grâce à ça, donc c'était en 67, donc vous comptez, vous mettez ça au bout, et ça donne mon état de toute ma vie. D'accord. Et comment avez-vous vécu cette annonce? Alors moi, ça ne m'a pas surpris dans la mesure où mes ancêtres étaient diabétiques, donc j'ai pris ça très bien. Hein. J'ai dit, c'est ça, donc voilà, il va faire comme ci, comme ça, mon régime. Alors, ça n'était pas favorable dans la mesure où mon emploi était que je travaillais en 3-8, et ça, je l'ai fait pendant 30 ans. Donc, si la maladie avait dû évoluer défavorablement, j'aurais pu être beaucoup plus gravement atteint du fait que, au niveau de l'alimentation, de mon régime en général, il n'était pas très suivi. Malgré les cachets qu'on me donnait, je faisais un contrôle de temps en temps, mais ce n'était pas suivi. Et je vous dis, j'ai eu la chance que
ça se passe bien pendant tout ce temps-là, je dormais bien, j'ai bien vécu malgré les nuits, les matins, les jours décalés, ça s'est bien passé. Et c'est seulement au bout de mes 30 ans, quand je suis revenu pratiquement en retraite, que c'est là que j'ai constaté vraiment, alors les cachets avaient évolué dans le temps, mais c'est là que donc je suis arrivé en retraite en 1995, et c'est là que le médecin il m'a dit, oh, les médicaments ça commence à être juste, il va falloir passer à l'insuline. Oh, mais je lui ai dit, mais moi j'attendais ça parce que ça ne m'a pas surpris vraiment. Alors il m'a dit, on va vous mettre à une injection d'insuline. Donc c'était en 2000 ça. Et donc j'ai dit, bon, ben, on verra, mais je crois que une ça ne suffira pas, il faudra m'en faire deux. Vous voyez, j'avais déjà anticipé moralement, j'étais bien. Donc ça s'est fait comme ça. Donc je n'ai pas eu d'appréhension, je n'ai pas eu, comment dirais-je, un rejet de l'insuline. Non, pour moi c'était meilleur que les médicaments, parce que je savais quand je piquais que l'action elle était immédiate. Donc ça me réjouissait. Et donc à côté de ça, eh ben, le premier jour que j'étais à l'insuline, je me suis mis à faire du sport. C'est là que ça m'a déclenché, où j'ai dit là c'est grave, il faut que je rentre dans des cloisons bien précises, et c'est là que je me suis mis à faire du sport, c'est-à-dire que je faisais de la marche tous les jours, et que je continue aujourd'hui tous les jours. Vous voyez? Alors au début je faisais 12 km tous les jours, et aujourd'hui j'en fais plus que 6. Alors mon médecin il m'a dit, oh mais à 78 ans c'est déjà bien. Alors voilà, jusqu'à maintenant c'est comme ça que je m'entretiens. Et une hygiène de vie au niveau de la nourriture, mais très, très cadrée. J'aime bien faire un repas copieux de temps en temps, mais ma ligne de conduite, c'est tous les jours manger à des heures très régulières et lister les lipides, glycides et protéines bien équilibrés de façon à être tip-top. Et moi, je regarde ma glycémie, en moyenne depuis 10 ans, je suis à une glycée de 6,4. Donc je peux dire que ça va bien. Par rapport à la surveillance du diabète, comment est-ce que vous vous surveillez au quotidien? Alors, je dirais que ma plus grosse difficulté dans le diabète, ça a été le contrôle par les piqûres au bout des doigts. Parce que j'en faisais 7 à 8 par jour, et mes doigts, ils devenaient très sensibles, et dès que je piquais, ça me faisait des douleurs dans tout le bras. Heureusement qu'est arrivé ce nouveau contrôleur avec la pastille et le détecteur qui a supprimé, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, une douleur qui maintenant n'existe plus. On fait tous les 15 jours, on met l'appareil et on est tranquille. Donc ça a été quelque chose de formidable. Et là, je l'ai donc depuis qu'il est passé en 2017, qu'il est en activité et remboursé par la Sécurité sociale. Et du coup, donc, justement par rapport à ces hyperglycémies, ces hypoglycémies, avec votre capteur, vous avez la possibilité de programmer des alarmes. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors moi, je programme les alarmes d'après le docteur Caro. À 70 le mini. Alors, c'était 170 qu'elle m'avait mis à l'origine, l'alarme haute, enfin le réglage. Et en fin de compte, celle-là, je l'ai gardée dans mon planning, mais j'ai supprimé l'alarme qui me casse la tête en 230. J'en ai pas besoin de celle-là, donc je l'ai annulée. Donc j'ai gardé uniquement les seuils mini, ceux-là, ils sont importants. C'est ceux-là que je veille, autrement, après, le reste, une fois que je sais que moi, je ne vais pas aller haut, et je regarde tout le temps, ça c'est mon capteur, il me dit, oh là là, pendant une journée, si je suis haut, ça ne va pas. Donc je fais tout de suite pour redescendre. Donc voilà, c'est vraiment le plus important d'un diabétique. Hein. Ça, il faut surveiller tout ça en permanence. Alors, qu'est-ce que vous soignez en fait concrètement? Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, je tiens à rester en très bonne forme et profiter longtemps de la vie. C'est ça qui me tient. Et puis j'ai des enfants, je veux profiter de leur présence. Alors, moi, j'ai le bonheur de voir évoluer dans le bon sens l'éducation de mes petits-enfants. Parce que là, je vois que ça va bien, j'aimerais bien les voir qu'ils arrivent jusqu'au bout et réussir. Il y en a une qui fait les études de vétérinaire, l'année prochaine il sera vétérinaire, et j'aimerais bien vivre ce moment-là. Hein, vous voyez, c'est le fond du diabétique, c'est que pourquoi on a tant de malades aujourd'hui, on dit que ça les yeux, les jambes, les ci. C'est parce que le gars, il ne s'est pas occupé de sa maladie et qui est resté dans des seuils élevés, donc le sang avec le sucre à 2 grammes tout le temps, eh bien les pores, les yeux, tous les petits vaisseaux, tout ça, ça se bouche.
Et donc ça entraîne plein de maladies au bout de 10 ans. Et après on dit, bah oui, mais si j'avais su, mais c'est trop tard. Le moment, il est là. Et il faut bien prendre conscience dès notre plus jeune âge. Et moi, mes enfants, il y en a 2 qui sont diabétiques. Je leur dis, attention, regardez comment je me soigne et comment je fais. Et moi, je leur dis toujours ça. Et donc, voilà, autrement, c'est globalement la famille qui souffre quand vous êtes diabétique. Tout le monde est au même régime que vous. Ça, c'est important. Et le repas diabétique, c'est un repas que toute la France devrait faire, quotidiennement. Et de temps en temps, se faire plaisir, aller faire un bon repas avec les amis et tout ça. Moi, je ne me prive pas de ça. Vous voyez, c'est ce que je dis beaucoup à des diabétiques. Oui, il faut être strict. Il ne faut pas mourir dans une contrainte. Il faut respirer. Et vous me regardez, moi je respire tous les jours. Voilà. Alors, je m'appelle Léonora, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de mes 7 ans, donc ça fait 29 ans. Et comment vous avez découvert que vous êtes diabétique? Par chance, j'ai un médecin dans ma famille qui m'a fait une analyse d'urine parce que je buvais énormément, j'étais très vite essoufflée, pâle et je maigrissais. Donc il m'a fait faire une analyse d'urine pendant les fêtes de Noël et on s'est rendu compte que j'avais de l'acétone et du sucre dans les urines. D'accord. Et à 7 ans, comment on apprend, enfin comment on vit avec cette annonce quand on nous dit qu'on est diabétique? Je m'en souviens pas très bien. A priori, je me suis arrêtée devant un magasin de bonbons et je me suis mise à pleurer en disant que je pourrais plus jamais en manger. Voilà. Après, c'est comme si j'avais toujours vécu avec. Je me souviens pas vraiment d'avant. Voilà. Ouais. Et parlez-nous de votre mise sous insuline. Alors à l'époque c'était en multi-injection, seringue et on faisait des mélanges d'insuline. Donc c'était vraiment... c'était pas simple et il fallait attendre à peu près, suivant les glycémies, on pouvait attendre jusqu'à 20 minutes avant de manger le temps que l'insuline fasse effet. Voilà, donc c'était un peu difficile, mais voilà, on le faisait. Bien. Et puis récemment, vous avez eu la chance de mettre au monde 2 enfants, oui, en étant diabétique de type 1. Et comment vous l'avez vécu? Comment se sont passées ces grossesses? Et de quoi vous avez bénéficié en termes de suivi de la part des services de santé? Alors, les 2 grossesses se sont passées globalement très très bien. Je suis quelqu'un d'assez assidu, donc on avait bien préparé le terrain avant avec mon médecin. Et la première grossesse, il fallait que je fasse toutes les 2 heures des glycémies pour vérifier si tout allait bien et en cas faire des corrections. Et la seconde grossesse, là j'avais un capteur, un freestyle qui me permettait d'avoir en instantané mes glycémies et qu'elles soient envoyées automatiquement à mon diabétologue. D'accord. Donc là, vous parlez de la pompe à insuline. Et ça vous apporte quoi, la pompe à insuline, dans votre quotidien? Une stabilité de mes glycémies, de mon diabète, et in fine, d'éviter beaucoup de soucis de santé, quoi. Au niveau des yeux, au niveau des reins, j'ai aucun problème, ça va faire 30 ans que je suis diabétique et je pense que la pompe à insuline m'a vraiment sauve ma santé en fait. D'accord. Et je crois savoir sur la deuxième grossesse, donc vous avez bénéficié du service de télésurveillance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu Alors la télésurveillance fonctionne avec des applications, dont MyDiaby, et on est en relation très régulière avec les médecins, avec une équipe de diabétologues
voilà, qui nous propose des modifications de basal, de bolus. Voilà, c'est de l'instantané. Donc, si on a des questions, voilà, on est en relation avec eux direct. Voilà, donc vous vous sentiez comment par rapport à ça, par rapport à cette situation de vous savoir quelque part, pas surveiller instantanément, mais au moins surveiller, ça vous apportait un confort supplémentaire pendant la grossesse? Oui, ça m'apportait un réconfort. Ouais. Voilà, moins d'angoisse. Parce que c'est vrai que pendant les grossesses c'est très compliqué, on dit toujours qu'on est à la traîne par rapport au diabète, avec les hormones ça peut changer du jour au lendemain, c'est très très rapide et on est toujours en retard par rapport aux modifications d'insuline, et c'est vrai que le fait de poser les questions à une équipe médicale sur nos doutes et d'avoir les réponses rapides nous permet d'enlever beaucoup d'angoisse et un poids énorme en fait, qui se réduit. D'accord. Et quant à l'avenir, notamment de vos 2 enfants, puisque vous êtes diabétique, donc ils pourraient être diabétiques, c'est pas forcé, mais ils pourraient l'être, c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas? Alors oui, parce que c'est une maladie, c'est une pathologie qui est quand même lourde actuellement. On a des traitements qui sont... Voilà, l'insuline c'est vital. Maintenant, je l'ai eu à 7 ans et on vit très bien avec. Maintenant, les traitements sont... Voilà, il y a la pompe à insuline, on se pique une fois tous les 3 jours. Le traitement en stylo, c'est 4 fois par jour. Voilà, il y a une aisance... voilà. C'est très facile de vivre avec. Ouais. On nous propose beaucoup d'outils pour bien gérer et pour bien vivre avec. Donc si mes enfants sont diabétiques, ce sera embêtant, mais je sais qu'ils pourront vivre avec, pourront vivre correctement avec, et surtout on ne sait pas ce qui va se passer demain, et vu que là, il y a la pompe à insuline en boucle fermée qui est en train de sortir, qui sait, dans quelques années, il y aura peut-être encore des nouveautés. D'accord. Votre aîné, qui a 3 ans, je crois, vous pose déjà des questions? Enfin, il a remarqué quelque chose? Ah oui. Ouais. Quand je bois des jus de fruits... Oh maman, je suis faible... Voilà, c'est du mimétisme. Il me regarde quand je change ma pompe à insuline. Voilà. Donc, non, il regarde. Il comprend les choses. Ouais. Très bien. Merci, Léonora. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Béatrice Tolon, j'ai 63 ans et 35 ans de diabète, qui a été découvert lors de ma grossesse en 1985. Et comment vous avez vécu cette annonce? La catastrophe, l'effondrement. Une grossesse, c'est un moment heureux, c'est quelque chose qui est, dans la vie, c'est un projet commun avec mon mari qu'on attendait, c'était quelque chose de merveilleux. Et le coup près tombe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Déjà parce que moi, je me disais, quelles conséquences pour mon bébé? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Quelles vont être les conséquences pour tout le monde? Donc ça a été vraiment quelque chose de difficile à encaisser, franchement. Et donc vous bénéficiez d'un traitement par ce qu'on appelle la boucle fermée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Alors moi en 35 ans, j'ai quand même vu l'avènement de pas mal d'évolutions technologiques.
La première, le premier lecteur de glycémie, c'était déjà une évolution. La pompe à insuline, la deuxième, le freestyle. Et là, c'est plus qu'une évolution, c'est une révolution. Parce que grâce à ce système, qui est donc une pompe liée à un capteur intégré, qui est en liaison, cette machine intelligente est capable de capter mes glycémies en continu et d'adapter des bolus quand il y en a besoin en dehors des repas. Lors des repas, je rentre mes glycémies et elle me propose aussi un bolus en fonction de ça. Donc elle se débrouille toute seule, il faut lui faire confiance. Et je veux dire que là, j'ai un taux d'hémoglobine que j'ai jamais eu. La dernière était à 6,6, quelque chose de incroyable. Donc pour moi, là, c'est la révolution, vraiment la révolution. Et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Disons que j'ai plus de confort, plus de liberté de vie. Je peux un petit peu oublier les choses puisque c'est elle qui va gérer mon diabète et tout ça. Donc une certaine sérénité, un apaisement dans ma vie. Et donc là, on a parlé des bolus qui se mettent en place en cas d'hyperglycémie. Tout à fait. Et en cas d'hypoglycémie, vous savez comment réagit le système? Alors, c'est une alerte. C'est-à-dire que dès que je tombe à 0,60, elle me le signale. Donc voilà, là c'est à moi d'intervenir et de me resucrer. Alors le seul, là je l'ai fait remonter, je trouve que le seul petit hic, c'est qu'à la pompe, je ne peux pas lui dire que je me suis resucrée. C'est bien que tant qu'elle n'est pas remontée à la norme, elle va faire des alertes et des alertes. Alors que moi, il me faut bien un quart d'heure, 20 minutes pour que je vois ma glycémie remonter. Mais on m'a dit que c'était quelque chose qui va être pris en compte et la machine va évoluer de toute façon. Du coup, vous nous avez parlé de l'hyperglycémie avec les microbolus. Et par rapport à l'hypoglycémie, comment est-ce que le mécanisme fonctionne? Alors, dès que je suis en alerte basse, la pompe s'arrête. Elle gère donc toute seule. Si jamais mon taux de glycémie continue à baisser, j'ai une alerte qui me dit de me resucrer. Du coup, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Stéphane Arnaud-Bédet, donc je suis diabétique de type 1 depuis 10 ans. Comment vous avez découvert que vous étiez diabétique? La découverte de mon diabète a été faite par hasard, de manière assez rapide, puisque j'ai perdu 12 à 15 kilos. Je faisais les travaux dans ma maison et je faisais que de faire pipi. Et il y a un moment, à force de perdre 3 tailles de pantalon, je suis allé chez mon médecin qui m'a fait une petit test et qui m'a dit cet après-midi, si vous n'avez rien à faire, vous allez à l'hôpital et vous faites vos bagages. Et je me suis retrouvé un jeudi après-midi, la veille de l'anniversaire de mon grand, à être à l'hôpital et on m'a indiqué que j'avais un diabète de type 1. Et comment vous avez vécu cette annonce? Disons qu'au début, on est assez perdu, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et j'ai eu la chance d'arriver à l'hôpital et qu'on m'explique rapidement ce que j'avais. On m'a mis tout de suite sous pompe, une petite pompe à insuline qui se branche sur mon corps et qui m'a injecté tout de suite de l'insuline pour faire redescendre ma glycémie qui était très importante. Et le fait d'avoir eu des explications assez rapidement
m'a permis d'évacuer mon stress. Voilà. Donc vous bénéficiez actuellement d'un système qu'on appelle boucle ouverte ou boucle semi-fermée. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots? Oui, alors en fait j'ai une pompe à insuline qui est toujours sur moi, qui est reliée à mon corps. Et en fait cette pompe elle est reliée à un capteur, c'est-à-dire une petite chose qui est collée sur mon bras et qui mesure le taux de sucre dans le sang de manière continuelle, tout le temps. Et en fait ce petit appareil envoie la glycémie à ma pompe et ma pompe est capable, quand mon taux de glycémie est trop faible, c'est-à-dire que je suis en hypoglycémie, de pouvoir suspendre l'insuline pour que je puisse reprendre mes esprits. Parce que l'hypoglycémie, c'est un état qui est assez particulier et dans lequel on commence à avoir plus beaucoup d'énergie, et puis donc si on ne se resucre pas, on arrive à perdre conscience, tout simplement. Et qu'est-ce que vous a apporté ce système au quotidien? En fait, il m'a apporté beaucoup, parce que je l'ai eu à peu près il y a 6 mois. Avant, j'avais juste la pompe, donc c'est moi qui gérais complètement. Et le fait que ce dispositif puisse gérer mes hypoglycémies, ça m'a permis de prendre un peu plus confiance et de savoir que ma pompe pouvait, soit par alarme, m'indiquer que je baissais, et puis prendre le relais, c'est-à-dire pouvoir suspendre l'insuline avant que je le fasse moi-même. Parce qu'en général, on a des activités, puis un bip, ça prévient, mais on n'a pas forcément toujours l'idée tout de suite d'arrêter l'insuline. Et là, ça travaille pour moi en fait. Donc ça me libère un petit peu l'esprit et ça me permet de me sucrer dans de meilleures conditions. Même si parfois l'hypoglycémie subsiste un petit moment. Mais voilà, ça m'a permis un peu de me libérer de cette contrainte de l'hypoglycémie. Je vous laisse vous présenter. Jérôme Carigno, je suis diabétique depuis 2007. On m'a découvert mon diabète à la suite d'une perte de poids. Je buvais beaucoup, j'urinais beaucoup, jusqu'à que je fasse un coma diabétique. Je pesais à l'hôpital, on m'a dit que j'étais diabétique. Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce? Assez bien, ça m'a pas trop gêné. J'étais très bien suivi par le service de diabétologie d'Annecy. Et on m'a expliqué que c'est une maladie qui se soignait très bien maintenant, dont on ne guérissait pas, mais qu'on pouvait très bien vivre avec, donc ça ne m'a pas trop gêné. Puis comme l'équipe était bien, nous encadrait bien, point de vue médical, puis soins à côté, ça ne m'a pas porté plus de soucis que ça. Du coup, vous pratiquez ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Ça veut dire que tout ce que je m'injecte comme insuline par rapport à mes repas, je calcule par rapport au glucide que j'ai dans mes repas. Donc j'ai appris à calculer ce que vaut 100 grammes de pâtes, de féculents. J'ai fait un stage sur Grenoble pour ça. Donc avec l'hôpital, on avait mis un protocole. Pourquoi, pour moi, il me fallait 1,5 unité pour 10 grammes de glucides. Donc je calcule mes glucides, mon insuline que je dois m'injecter pendant mes repas, c'est ça. Et qu'est-ce que ça change dans votre quotidien?
sur mon diabète, ça équilibre mon diabète, parce que quand je sors du repas, je ne suis pas en hypo ni en hyper, parce que j'ai mis généralement la bonne dose. À part quand je fais des repas au restaurant. Et ce n'est pas trop contraignant, justement, pour le repas de famille ou les sorties au restaurant? Si, un peu, si. Mais avec le temps, on apprend à voir ce que c'est qu'une portion de 200 grammes de féculents, de glucides. On arrive à estimer, donc on peut calculer assez facilement. Puis on a maintenant avec les téléphones qu'on a, on peut mettre un logiciel, ce qu'on appelle le glucocompteur. Ça nous marque les proportions pour 100 grammes de telle proportion, 100 grammes de pizza, 100 grammes de ceci. Ça vous calcule automatiquement votre portion de glucides. Donc ça va assez vite. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc je m'appelle Hervé Maruco, je suis diabétique depuis le 14 mai 1964. Donc je suis né en 58, donc ça fait 57 ans que je suis diabétique. Je suis à la retraite et là j'ai travaillé 38 ans dans la restauration. Voilà. Comment a été fait le diagnostic de diabète? Alors, le diagnostic de diabète, à l'époque, j'ai commencé à beaucoup boire, à manger 1 kg de sucre par jour. Et donc, on m'a emmené à l'hôpital d'Annecy, qui était le vieil hôpital, vieux, c'est-à-dire le bâtiment qui aujourd'hui est un hôtel, qui est avec celui-là, où on ne traitait pas du tout le diabète en pédiatrie. Donc, nous sommes partis en famille à Lyon. Où là on a diagnostiqué le diabète et où on a appris à se soigner. Voilà. Et comment avez-vous vécu cette annonce? Moi à l'époque, absolument aucun souvenir. Enfin, je dirais, hormis effectivement le souvenir, je me souviens que je buvais beaucoup et donc que je passais mon temps aux toilettes à pisser, mais autrement, non, ça m'a pas choqué émotionnellement en tout cas. Donc, du coup, à ce moment-là, on vous a trouvé un diabète de type 1. Oui. Et donc, il y a un traitement par insuline qui a été mis en place. Oui. Donc, au début, ça se passait comment? Au début, vu que j'avais 5 ans et demi, c'est ma maman qui a pris des cours d'infirmière, parce qu'on est resté 15 jours à Lyon pour apprendre justement à traiter ce diabète. C'était pas facile, puisque à l'époque, il n'y en a pas beaucoup qu'on connaît, mais c'était des seringues en verre, avec des grandes aiguilles en argent. Et on faisait une dose unique pour la journée, pour les soi-disant 24 heures. Voilà. Donc les calculs n'étaient pas simples, sachant en plus que pour se contrôler, c'était dans les urines, avec un petit kit où on mettait 5 bouts d'urine, 10 gouttes d'eau dans un tube à essai, avec un cachet réactif qui donnait une couleur très très approximative. Voilà. Et du coup, donc après, vous avez connu les stylos à insuline? Ah non, d'abord j'ai connu les seringues jetables. Bien avant les stylos, les seringues jetables. Et ensuite, on a connu, ça, les seringues jetables, ça a été une grande évolution. Parce que déjà, et c'est le moment aussi où j'ai appris à me soigner tout seul, parce que je suis parti dans ce qu'on a, à l'époque, il y avait des colonies diabétiques. Ça, on apprenait énormément en colonies diabétiques, parce qu'il fallait se débrouiller. C'était tout simple, on apprenait à se piquer, on apprenait à se contrôler, on apprenait à gérer nos traitements, donc ça a été une très bonne évolution, ça. Et les stylos, c'est venu plus tard. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous avez vécu donc, ces différents formats d'insuline? Les évolutions, je vous dis déjà, le plus gros progrès pour moi, ça a été les seringues jetables. Puis ensuite, effectivement, stylo, vous piquez comme vous voulez, donc ça, c'était très pratique. Bon, à l'époque, il y avait encore une injection de piqûre pour la langue, parce que les stylos,
j'utilisais que de la rapide à l'époque. Et puis ça aussi c'est une bonne évolution parce que ça permettait plus de liberté. Quand vous allez au restaurant, vous n'étiez pas obligé de vous trimballer avec une seringue, du coton, du produit désinfectant et de vous planquer dans les toilettes. Vous pouviez vous piquer discrètement, même à table, avec les stylos. Donc c'était quand même très pratique. Et j'ai connu la pompe dans la continuité. En 2001, la première pompe à Grenoble, puisque à Annecy on n'en installait pas encore. Donc c'est Madame Caro qui m'a envoyé à Grenoble, pardon. Et là, je suis resté 3 jours, on m'a appris à se traiter avec une pompe insuline, qui étaient des pompes filaires, donc qui ont évolué tout doucement, jusqu'au jour où on a mis la pompe. Moi j'ai une pompe maintenant patch. Alors ça c'est aussi une belle avancée, parce qu'il n'y a plus justement ce fil. Donc pour moi ça c'est une grosse évolution. Et par rapport au stylo, qu'est-ce que la pompe vous apporte? Une liberté, il n'y a plus à se piquer. Au jour d'aujourd'hui vous avez une pompe d'une part, et en plus vous avez le capteur freestyle, vous contrôlez autant de fois que vous voulez, vous n'avez plus besoin de vous piquer le bout du doigt. Moi il m'arrive de me contrôler 7-8 fois par jour. Et donc et le stylo, c'était minimum 3 à 4 fois par jour. Donc ça c'était une évolution, il n'y a plus de piqûres, grosso modo. Donc justement, vous parlez là du capteur freestyle, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est? Le capteur freestyle, donc c'est un capteur qu'on se met sur l'épaule, qui nous permet de contrôler les glycémies. Donc c'est pas un contrôle dans le sang, c'est un contrôle dans le liquide interstitiel, voilà. Et donc ça c'est une évolution extraordinaire. Parce que moi, pour vous dire que au niveau du bout des doigts, j'avais plus de sensibilité, j'avais le bout des doigts tout noir, à force de se contrôler, parce que quand vous contrôlez 3-4 fois par jour, et dans mon métier, je peux vous dire la restauration, quand vous avez plus de sensibilité, c'est qu'il y a un problème. Donc le capteur freestyle, c'est une énorme évolution.